Coucou toi, c'est moi Miette et voici mon ami Balthazar. Salut. Aujourd'hui, on va t'apprendre à faire respecter ton intimité. Écoute bien. Pour commencer, parlons du corps. Notre corps est à nous. Personne n'a le droit de le toucher si on n'est pas d'accord. C'est nous le chef. Et maintenant, voici les parties intimes. La poitrine, les seins, le sexe, la zézette ou le zizi, la bouche, les fesses et le trou des fesses, l'anus. Nos parties intimes sont très précieuses. On peut les toucher pour les découvrir et les comprendre. C'est normal et même bien, mais personne d'autre n'a le droit de les toucher. Si on met plus de couches comme les bébés, on doit savoir se laver tout seul. Il n'y a que le docteur qui peut nous examiner le corps pour nous soigner. Et bien sûr, c'est aussi interdit à nous de toucher les parties intimes des autres. Logique. Attention, quand un plus grand ou un adulte veut toucher nos parties intimes, les regarder ou les utiliser pour son plaisir, quand il veut qu'on regarde ou qu'on touche ses parties intimes, ça s'appelle une agression sexuelle. Et ça, c'est interdit et puni par la loi. Il n'a pas le droit de le faire. Quand c'est une personne de la famille qui le fait, ça s'appelle l'inceste. Moi, je connais ça parce qu'un adulte de ma famille voulait toujours me caresser les parties intimes. Quand personne ne faisait attention, il venait m'embêter discrètement, un peu comme un loup. C'était bizarre, je me sentais mal à l'aise. Il essayait de me faire croire que c'était pas grave et que c'était normal. La plupart du temps, c'est quelqu'un qu'on connaît bien qui fait ça, comme un ami ou une personne de la famille. Donc c'est facile pour lui de nous faire croire tout ce qu'il veut. Mais c'est faux, c'est pas du tout normal, c'est même interdit. Quand on sent quelque chose de bizarre ou qui nous gêne, on a souvent raison. Un secret poison. Quand ça m'est arrivé, l'adulte m'a demandé de ne rien dire. Et oui, comme c'est interdit, il voulait que personne le sache. Un agresseur fait toujours tout pour qu'on se taise, comme nous menacer de faire mal à quelqu'un ou dire que tout le monde serait triste à cause de nous. Il peut aussi promettre des cadeaux pour qu'on garde le secret. Mais c'est un secret poison, un secret très lourd qui rend malheureux. Sache que les secrets poisons, on a le droit de s'en débarrasser, ils nous gâchent trop la vie, pas comme les secrets bonbons qui font plaisir eux. Donc ce qu'il faut faire, c'est en parler à quelqu'un. Le non. Aussi parfois, on peut nous faire croire que c'est de notre faute à nous les enfants, parce qu'on n'a pas dit non et que du coup, on était d'accord et même qu'on aimait bien. Mais c'est très difficile de dire non à un grand quand on est plus petit. De toute façon, qu'on dise non ou pas, celui qui nous touche n'a pas le droit de le faire. C'est aux grands de respecter le corps des enfants, et ils le savent très bien. C'est donc jamais de notre faute, mais toujours de celle des grands. Donc rappelle-toi bien. Si un grand ou un adulte essaie de toucher tes parties intimes ou te faire toucher les siennes, essaie toujours de te caresser, te prendre sur ses genoux ou être trop proche de toi quand il n'y a personne. Essaie de te regarder quand tu prends ta douche ou quand tu t'habilles. Essaie de te prendre en photo quand tu es nu ou en culotte et que tu es mal à l'aise. Te dis des choses ou te montre des images qui te gênent. Même s'il est de ta famille et que tu l'aimes beaucoup, tu as le droit de dire non. Et surtout, parle-en à une grande personne en qui tu as confiance. Elle pourra t'aider. Attention, très important. Si la personne à qui tu en parles ne fait rien pour t'aider, parle-en à une autre personne de confiance jusqu'à ce que quelqu'un t'aide. Tu dois bien en connaître plusieurs, non ? Comme ton insti, ta maîtresse, ton prof de guitare, la maman de ton ami, la dame de l'infirmerie. Fais une liste des adultes à qui tu pourrais en parler en cas de besoin. Tu peux aussi appeler ce numéro, le 119. C'est un numéro exprès pour nous les enfants avec des personnes qui nous écoutent et qui ont plein d'idées pour nous aider. C'est ce que j'ai fait quand j'ai eu mon problème et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. C'est aussi ce qu'il faut faire si ça arrive à une copine ou un copain à toi, en parler à quelqu'un. Merci pour ton écoute, j'espère que tu sauras quoi faire maintenant devant une agression sexuelle. À bientôt. Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Johanna qui va témoigner. On va parler de l'inceste. Donc l'inceste est une réalité douloureuse et taboue qui affecte de nombreuses familles. Il est crucial de briser le silence et d'offrir une tribune aux victimes pour qu'elles puissent partager leur vécu. En leur donnant la parole, nous pouvons non seulement les aider à guérir, mais aussi à sensibiliser la société à cette forme de violence insidieuse et à ses conséquences dévastatrices. Il est temps de reconnaître leurs souffrances et de leur offrir le soutien dont elles ont besoin pour se reconstruire. Merci Johanna d'avoir accepté mon invitation pour ce témoignage. Avec plaisir, Zélico. Merci à toi
pour cette invitation. Je t'en prie. Est-ce que tu pourrais te présenter avant? Alors moi, je suis Johanna Ramba, donc je suis maman de 3 enfants, bientôt 4. Et j'ai été victime donc d'inceste à l'âge de 9 ans. Voilà, donc mon parcours de résilience, pour faire assez bref, sinon je pourrais vraiment rentrer dans beaucoup de détails, tellement il y a à dire sur ce sujet me concernant personnellement. Mon parcours de résilience m'a amené à chercher des solutions pour protéger mes enfants. Et donc, j'ai trouvé des méthodes, des choses enfin des méthodes, en tout cas une connaissance, j'aime pas trop le terme méthode, mais c'est pour simplifier, qui m'ont permis en fait de mettre en pratique des choses qui permettent du coup avec mes enfants d'avoir un lien et sans tabou, donc des discussions voilà, on parle de tout et de pouvoir du coup les protéger de ce fléau qui est l'inceste, dont j'ai moi-même vécu. Et une fois que j'ai commencé à appliquer donc cette connaissance-là, que j'ai trouvée à l'étranger, au Brésil précisément, donc j'ai vu les résultats, à quel point ils sont incroyables, à quel point les enfants ils s'ouvrent et ils nous parlent de choses, de ce qu'ils vivent au quotidien. Et en fait, donc j'ai eu envie d'amener ça, en fait, comme une évidence. C'était pour moi clairement ma mission de vie. Voilà comment j'ai pu, pour vous dire de manière simple, pu transformer mon plomb en or et trouver justice par rapport à ce que j'ai vécu, parce que moi, je n'ai pas obtenu justice dans ce que j'ai vécu. Donc, j'ai fait de la thérapie. Aujourd'hui, je peux dire que je vais bien, qu'on peut s'en sortir. On pourra détailler ça plus en profondeur. Mais il me manquait quelque chose, vraiment donner un sens quelque part à ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, je comprends ce sens-là. Donc, je forme donc des parents et des professionnels à savoir mieux protéger les enfants des violences sexuelles, en fait, que ce soit inceste ou autre. Hein. Voilà, donc, voilà pour faire bref qui je suis, ce que je fais. Voilà. Et avec tes enfants, tu as pu en parler ou ils sont encore trop petits? Alors, je n'ai pas parlé quand ils étaient très petits, parce que les enfants n'ont pas la structure émotionnelle de pouvoir supporter quelque chose d'aussi lourd, et surtout si nous n'avons pas fait un travail très profond sur nous-mêmes. Voilà, donc il peut y avoir des projections, des choses que j'ai moi-même vécues d'ailleurs avec mon premier enfant. Avant d'avoir eu accès à cette connaissance, je faisais beaucoup de projections, j'avais très peur. Et donc, au lieu d'être guidée par la connaissance, j'étais guidée par la peur. Et en fait, elle n'a pas vécu l'inceste, mais elle a vécu des choses à l'école en termes d'agression sexuelle, on peut dire, par la part d'autres enfants, même si les autres enfants sont aussi des victimes. Mais voilà, elle a vécu certaines choses où je ne l'ai pas forcément su tout de suite, puisque comme elle sentait ma peur et la manière dont je faisais de la prévention qui n'était pas du tout finalement adéquate, ça l'a plutôt bridée qu'autre chose, alors que pourtant je pensais ne pas avoir de tabou et j'élevais plutôt déjà ma fille dans la bienveillance, etc. Et comme quoi, si on n'a pas la connaissance de comment ça fonctionne, eh bien nos projections peuvent vraiment être très lourdes pour les enfants, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. C'est ça. Elle ne savait pas pourquoi, mais consciemment, elle ne savait pas pourquoi. Mais elle portait quelque chose qui ne lui appartenait pas, jusqu'à manifester finalement. Et là, on parle même de transgénérationnel. Hein, il y a des choses qui se répètent, qui se reproduisent tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas guéri. Donc, et du coup, c'est ce qui s'est passé avec mon enfant à l'école, qui au CP, qui du coup m'a amené à chercher des solutions. Et ces solutions que j'ai cherchées, cette connaissance que j'ai trouvée, m'a permis aussi de resignifier plein de choses en moi, alors que j'avais déjà fait de la thérapie. Mais là, clairement, ça a été voilà, un pas grandiose au niveau de la résilience. Et donc, non, je ne recommande pas de dire aux enfants quand ils sont petits, tant qu'ils n'ont pas cette structure émotionnelle, tant que nous ne sommes pas bien alignés avec ce qui nous est arrivé, tant qu'on se définit au trauma, avec le trauma, je ne le conseille pas. Après maintenant, aujourd'hui, elles sont au courant, mais de grandes,
enfin, j'ai mon fils de 4 ans et demi, il n'est pas au courant forcément. C'est pas un sujet qu'on peut avoir avec Oui, lui, bah oui. tout ça. Il est trop petit. Mais après, j'ai une de mes filles qui a 10 ans et l'autre qui va faire 13 ans. Et elles sont au courant, d'autant plus que j'ai médiatisé pas mal, puisque je travaille beaucoup sur les réseaux, essentiellement d'ailleurs. Et notamment, j'ai tourné une vidéo, enfin plusieurs vidéos, des podcasts, mais une vidéo avec quelqu'un qui est très connu sur YouTube, donc qui est très médiatisé. Et donc, je savais que tôt ou tard, si moi, je leur disais pas, elles allaient peut-être le savoir par des copains, des copines qui allaient me reconnaître, et ça, je ne voulais pas. Donc, aujourd'hui, elles sont au courant. D'accord. Est-ce que c'est peut-être aussi, sans le vouloir, un effet miroir que tu as voulu retransmettre et ta fille la plus grande, elle a peut-être ressenti toute la souffrance que tu as pu avoir et vu que comme tu l'avais dit, tu n'as pas eu tous ces outils, elle s'est appropriée toutes les douleurs et c'est peut-être avec au fur et à mesure que tu t'es formé et que tu as pu justement apporter peut-être des solutions pour les enfants. Et donc, c'est plus de ce côté-là. Elle ne portait pas tout, heureusement, parce Oui, que une petite partie. j'avais déjà fait un certain travail, mais ce qui est sûr, c'est que c'est à partir du moment où je suis devenue maman, et notamment le fait d'accoucher par voie basse, ça réveille des mémoires, enfin c'est tout un tas de choses qui ont fait que j'ai commencé un parcours très profond, vraiment de transformation de mon trauma en quelque chose qui est devenu utile pour l'humanité. Mais effectivement, tant que j'étais guidée par la peur et tant que j'avais pas soigné tout ce trauma en moi, oui, Ouais. il y avait une espèce de projection. Et bien sûr, en plus, c'est une fille. Moi, j'étais cette petite fille, donc elle me renvoyait comme un miroir, bien sûr, l'enfant que j'étais. Et, et ça, enfin, en tout cas, moi, je dis souvent que mes enfants, clairement, ils m'ont libérée. Parce qu'ils ont, c'est difficile à la fois de se revoir à travers notre enfant, puisque ça nous ramène à notre enfant intérieur, mais à la fois, c'est une opportunité incroyable de nous libérer de ce qui nous est arrivé. Et à chaque fois, j'ai constaté qu'à chaque fois que j'ai libéré quelque chose en moi, automatiquement, si un de mes enfants avait un mal-être, quelque chose, hop, pouf, comme par hasard, hein, ça disparaissait. Enfin, c'est juste incroyable de voir à quel point, souvent, on veut travailler sur les enfants, mais quand on travaille sur les parents, c'est encore C'est plus les deux, efficace. c'est encore mieux. Et les deux, Ouais, c'est encore mieux, bien sûr, parce qu'une fois tout qu'on a à intuit fait. quelque chose, bon, ben, il faut aussi travailler sur l'enfant. Tout à C'est fait. ça. Donc, bah, justement, on va passer aux choses qui est pas très commode. Comment ça a commencé ce que tu as vécu? Alors, moi, j'avais 9 ans. Bon, c'est un parcours familial un petit peu atypique, si on peut dire, hein. J'ai été fille de maman solo. Et ma mère, donc, elle avait des addictions et elle faisait aussi, elle trafiquait, un trafic de stupéfiants. Ok. Finalement, bon, c'était pas une grosse trafiquante, enfin, c'était pas, Oui, voilà, mais elle trafiquait à son niveau pour pouvoir subvenir à son besoin de consommation. Toutefois, c'était une trafiquante et elle a été en prison à plusieurs fois à cause de ce trafic. Et ça a amené à ce que moi, du coup, j'avais déjà pas mon père. Bah, du coup là, j'avais plus ma mère non plus. Et j'avais un grand-père quand même qui était le père de ma mère, qui m'a élevée. Enfin, quelqu'un de très bien, de très honnête, de très travailleur, qui m'a transmis des valeurs incroyables. Mais il travaillait énormément, donc il pouvait s'occuper comme il pouvait de moi en fait, hein. Et donc du coup j'ai été un petit peu bon ben un peu chez une tante, un peu chez une autre, un peu chez voilà. Et ce qui fait que bon, je me suis retrouvée chez une tante qui était bon le frère de mon grand-père. Et là-dedans, bon, ben, il y avait toute une grande famille et un cousin, donc un cousin qui était, lui, il avait 25 ans et qui était comme une figure paternelle pour moi. Il m'a tout de suite accueillie avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'affection dans la famille. Et franchement, celui qui s'occupait beaucoup plus de moi, c'était lui. Parce que donc mon oncle travaillait beaucoup, voilà, celui qui était à la maison un petit peu
voilà, le père, finalement, cette figure paternelle ou grand frère, parfois il représentait comme un père, parfois comme un grand frère, selon son comportement. Mais voilà, toujours très accueillant, très disponible. Et il m'apportait vraiment quelque chose d'incroyable parce que moi j'avais une grande carence finalement vis-à-vis du paternel, de mon père. Et lui venait quelque part apporter. Et puis en plus j'avais pas ma mère, enfin donc il y avait ma Il avait tante. apporté ce manque. Ce manque, exactement. Donc, ça a créé une connexion assez évidente. Eh bien, c'est lui qui m'a agressée sexuellement. Donc voilà, donc moi j'ai vécu chez eux, je saurais plus dire combien de temps, hein, j'avais 9 ans, donc je sais plus situer, voilà. Donc il venait la nuit pendant que je dormais et donc il abusait de moi pendant la nuit, pendant que je dormais. Alors ça s'est reproduit plusieurs fois. Bien sûr, j'ai toujours senti à chaque fois qu'on me touchait, etc. Mais la première fois, bah, j'étais complètement sidérée, tétanisée, impossible d'ouvrir les yeux, de dire arrête, quoi que ce soit. Enfin, j'avais déjà du mal avec le recul aujourd'hui, tel que je À vois les choses. imaginer. Ben, en fait, je savais même pas ce qui m'arrivait, quoi. Enfin, alors j'étais une enfant qui était très mature, malheureusement, un peu trop parce que vivant déjà avec une mère solo qui trafiquait, qui avait bon un certain passé, etc. Forcément, j'étais dans un monde qui m'a adultisé un peu trop précocement. Donc, il y avait des choses que je comprenais et je comprenais déjà que cette situation n'était pas normale. Mais impossible pour moi, en tout cas, d'agir, de réagir. Euh, voilà, c'est un fonctionnement du cerveau, en fait. Hein, voilà, c'est soit la lutte, la fuite ou la sidération. Un enfant, dans un cas pareil, la majorité du temps, il sidère, hein, par peur, évidemment. Mais bon, ça s'est produit une fois, puis 2 fois, puis je sais plus si à la deuxième, à la troisième fois, je ne saurais plus, mais voilà. En tout cas, plus que la première, ça c'est certain où j'ai ouvert les yeux la nuit, j'ai ouvert les yeux, il m'a fait mal aussi, donc forcément, à un moment donné, mon corps, hop, il a réagi, et quand j'ai ouvert les yeux, ben, malheureusement, il a tenté de me tuer, donc de m'étrangler, et voilà, donc il m'a menacé, si tu racontes, si tu dis, même si tu es à côté de ton grand-père, je tue ton grand-père, je tue ta mère, enfin tout un truc pour me faire taire en fait. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que moi quand même, j'étais plutôt de nature rebelle, j'ai toujours eu beaucoup de liberté avec ma mère, bon, beaucoup par négligence aussi par rapport au vécu, mais quelque part, ça m'a aussi donné un certain pouvoir où j'étais pas une enfant soumise, voilà, à l'obéissance. Et malgré la peur que j'avais, ben, en fait, je savais que c'était pas normal. Et en plus de ça, j'avais une connexion, un lien très très fort avec ma tante, donc sa mère, qui était quelqu'un de très bienveillante, qui s'occupait très très bien de moi. Et de ce fait, ben, en fait, je l'ai raconté à ma tante parce que je lui faisais confiance. Et donc, je lui ai raconté à ma tante. Et elle n'a pas su accueillir comme il fallait. Donc, elle a dit, ah ben, je vais surveiller. Elle m'a pas dit qu'elle me croyait, elle m'a pas dit qu'elle ne me croyait pas. Mais cet étonnement, donc, elle n'a pas su du tout accueillir ma parole. Euh, Bien sûr, à partir de là, la violence sexuelle, elle a cessé. Puisque je pense qu'il a dû avoir peur aussi, hein, que je raconte, ou enfin voilà. Et, euh, et en fait, moi j'étais partie du coup un jour voir ma mère en prison, et à mon retour, alors que j'avais demandé à ma tante de ne pas le raconter, etc., je suis rentrée dans la maison, et ben en fait, il m'a tapé très fort, hein, d'une manière très très violente, il m'a traité de menteuse, que je mentais, que j'avais tout inventé. Et j'avais un comité familial qui m'attendait autour d'une table ronde dans la cuisine pour me dire que t'es sûr, ce que tu as vécu, moi je pense que tu as rêvé, etc. Donc ils ont tout fait. Et moi, bien sûr que j'étais sûre de ce qui m'était arrivé, mais à ce moment-là, comme je n'avais pas d'issue et que je savais très bien qu'en plus, on avait trahi ma parole,
enfin, ma tante, du coup, elle avait raconté, lui, il m'avait menacé de me tuer, etc. J'avais très, très, très peur. À ce moment-là, j'ai dit, oui, 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 c'est vrai. En fait, voilà, j'ai rêvé, mais ça m'a paru réel, etc. Enfin, j'avais 9 ans, quoi. Donc, c'est juste hallucinant. Et, euh, et ma chance, en fait, qui m'a permis de me sortir de là, c'est que mon grand-père, il est arrivé un peu plus tard dans la journée. Je n'ai pas du tout parlé de ça avec mon grand-père parce que c'était quelqu'un qui était malade, cardiaque, enfin, des tas de problèmes de santé. Mais je savais que mon grand-père, si je lui disais un truc pareil, enfin, c'est mon grand-père qui l'aurait tué, en fait. C'est quelqu'un de très protecteur, mon grand-père. Donc, la seule chose que j'ai dit à mon grand-père, c'est Papy, s'il te plaît, je t'en supplie, prends-moi avec toi, je ne veux plus rester ici. Donc, il a essayé de me raisonner en me disant, mais tu sais, c'est mieux pour toi, moi je travaille beaucoup, etc., etc. Mais s'il te plaît, je t'en supplie, j'en ai pleuré. Et là, il m'a dit, bon, ben, prépare tes affaires, tu viens avec moi. Donc là, il m'a sauvée, quoi. Sans que je lui explique ce que j'avais vécu, voilà, il m'a libérée de ça. Mais les choses sont tellement, dans la vie, des fois bizarres, je ne sais pas, que j'arrive chez mon grand-père, et mon grand-père, il hébergeait une cousine à moi, mais elle était adolescente. Donc elle avait 15 ans, et donc moi toujours 9 ans. Et bien cette cousine aussi, elle a abusé de moi, dans la foulée. Voilà, donc j'ai vécu deux agressions sexuelles incestueuses, et de la part du cousin et de la part de la cousine. Celle qui m'a le plus marqué, c'est quand même le cousin, parce qu'il y avait en plus toute la violence, les menaces de mort, enfin le fait qu'on ne m'ait pas cru, etc. Et en fait, ce que j'ai vécu avec ma cousine, carrément, ben, je l'ai complètement occulté de ma vie, comme si il s'était rien passé du tout. Voilà, comme si j'avais pas vécu d'agression sexuelle. En même temps, je venais d'en vivre une où on m'a carrément traité de menteuse et que, enfin, donc en fait, mon cerveau, il a mis ça Oui, il a fait dans un l'amnésie, quoi. mise à zéro. C'est ça, une dissociation. Et c'est vraiment à l'âge adulte, pour le coup, que j'ai ressorti ce qui s'est passé avec ma cousine. Voilà. Donc du coup, de ce fait, après, j'ai quand même raconté plus tard à ma mère, après à d'autres tantes chez qui j'ai pu y être. À Et mon comment grand-père, ils ont réagi à mon quand tu grand-père, leur j'ai as jamais dit? raconté. Alors eux, ben, pareil, ils n'ont pas réagi en fait. Hein. Ah bon, Même ta ah, maman? t'es sûr. Non, ma mère, elle m'a tout de suite cru. Ma mère, pour le coup, elle m'a tout de suite cru. Euh, mais j'ai supplié ma mère de ne pas raconter. J'avais très peur, en fait. Donc, j'ai supplié ma mère. Et ma mère, bon, ben, c'était une personne fragile aussi. Et elle n'a pas eu la force émotionnelle, cette sécurité. Enfin, elle a pas su me protéger. Mais par contre, elle m'a cru. Par contre, ça, c'est sûr. Elle m'a cru. Elle n'a jamais douté de moi. Elle voulait même s'en prendre à lui. Enfin, et c'est moi, je lui ai dit non, 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 je t'en supplie, non, fais pas ça. Voilà, donc j'avais très peur. Voilà, donc je voulais pas que ma mère elle commette quelque chose, qu'elle fasse quelque chose qu'en plus ça me faisait reperdre ma mère. Et donc du coup, j'avais très peur et du coup ma mère, bon bah tout simplement, elle n'a rien fait non plus. D'accord. Et ton grand-père, tu as réussi à lui dire ou pas? Non, 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 il est décédé 2 ans après et non, je lui ai jamais raconté. Mon grand-père. D'accord. Et une fois que lui, il est décédé, tu es reparti avec, tu es retourné chez ta maman où est-ce que tu as été? Après que mon grand-père soit décédé, ma mère, peu de temps après, elle est repartie en prison, parce qu'elle a fait 3 fois de la prison, en tout 10 ans de prison. Donc, ce qui fait que c'est énorme hein, dans la vie d'un enfant. J'ai eu ma mère absente une grande partie de mon enfance. Et ensuite, non, moi, j'ai décidé en fait, j'ai vu carrément que j'étais en danger. Et quand mon grand-père est décédé, j'avais comme un écho de mon grand-père qui me disait deviens quelqu'un de bien, fais quelque chose de bien de ta vie, voilà, ne touche pas à la drogue, ne vole pas. Enfin, c'était quelqu'un de tellement honnête, il m'a transmis des valeurs tellement nobles que après son décès, j'ai eu tous ces échos-là en moi, et j'ai pris mes 2 petites jambes, si je peux dire ça comme ça. J'ai marché jusqu'à un cabinet de psychologues, qui font partie de la protection de l'enfance. Et je suis allée du haut de mes 11 ans
12 ans, non 11, non 12 ans, pardon, de mes 12 ans, parce que c'était peu de temps après que mon grand-père soit décédé. Et je suis allée les voir et j'ai dit, bon, ben, je vais aller dans un foyer, je veux voilà, étudier, devenir quelqu'un de bien, enfin, pas que j'étais pas quelqu'un de bien, mais j'étais un enfant, et vu la vie qui se présentait à moi, j'avais cette conscience que j'étais en danger et qu'il fallait faire quelque chose. Donc je suis allée dans un foyer et je suis restée 1 an. Et ensuite, ben, je suis revenue donc chez une autre tante et un autre oncle, chez qui j'avais vécu aussi étant petite. Et c'est là où je suis venue en France, parce que moi je suis portugaise. Voilà. Et donc je suis venue en France à l'âge de 14 ans avec eux. Et c'est avec eux que j'ai vécu. Eux aussi, ils le savaient, ils n'ont jamais rien fait. Au contraire, quand je suis arrivée en France, ce cousin-là vivait en France. Et la première chose que ma tante a fait, c'est de m'amener chez lui. Voilà, pour me confronter. Donc, c'était un peu pervers. Hein. Donc, pour je ne Ouais, sais quelle raison, mais voilà, c'était. Voilà. Donc après, j'ai mis ça complètement, moi, dans le oh, ben ça va, ben, j'étais victime, mais ça va, je vais bien. En fait, j'étais complètement dissociée. Je je me rendais pas compte qu'après tout le mal-être que j'avais en moi et tout ce qui pouvait m'arriver, même plus tard dans mes relations, euh, dans mon rapport avec les hommes notamment, eh bien, ça venait de cette violence sexuelle que j'avais vécue. Et c'est bien plus tard, ben, quand je suis devenue maman, que tout ça a commencé à ressurgir. Et puis un jour, j'ai regardé un film où une enfant se faisait agresser sexuellement. Enfin, c'était tout un truc sur l'histoire d'une enfant. Et j'ai fondu en larmes. Enfin, c'est. Et là, j'ai compris, en fait, il y a quelque chose, faut mhm, s'en occuper. En fait, non, je ne suis pas sortie indemne, non, c'est pas vrai ce que je disais, en fait. Hein. Là, la vérité, elle est là. C'est que oui, je suis bouleversée, je suis touchée par ce que j'ai vécu et en fait, je suis pas totalement guérie. Donc, d'ailleurs, j'avais jamais fait de thérapie ni quoi que ce soit. Et c'est à l'âge adulte que j'ai commencé à prendre soin de moi et à avancer. Ça a été à partir de l'âge de, ben, quand j'ai eu ma première fille, 24 ans. d'accord. Donc ça a pris du temps quand même. Ouais, bah oui. Et justement, comment tu as fait pour te protéger émotionnellement pendant cette période? Est-ce que tu as fait une abstraction, c'est-à-dire que ton cerveau, il a mis ça dans une boîte et t'es passé à autre chose? Et puis, comme tu l'as dit, c'est une fois que tu as eu ta première C'est fille que ça. c'est là que c'est revenu. Oui, tout à fait. Émotionnellement, ben, en fait, j'étais complètement anesthésiée. T'as vécu une vie, on va dire, entre guillemets, normale, quoi. Entre guillemets, parce que les conséquences de cette Oui, violence-là, je les subissais. Mon rapport déjà à mon corps, j'avais peu d'estime de moi, donc plein de conséquences. L'autosabotage. Après, j'ai commencé très jeune à fumer que ce soit du tabac, du cannabis, à boire de l'alcool. Alors les drogues dures, j'y touchais pas parce que j'avais une mauvaise expérience vis-à-vis de ma mère et du coup ça a été aussi traumatique pour moi, ce qui fait que du coup, bah, au lieu de m'attirer, bah, c'était un répulsif pour moi. Mais quand même, oui, je faisais des choses hyper dangereuses, hein, d'aller par exemple d'une ville à une autre par la voie du chemin de fer, enfin des trucs hyper dangereux que je mettais en danger, j'avais pas conscience. Et en fait, tout ça c'était lié, entre autres bien sûr, à des choses que j'ai vécues aussi euh, par rapport à la négligence, par rapport à la maltraitance également. Mais en tout cas, mon rapport avec mon corps, l'estime que je pouvais avoir de moi, etc., oui, c'était beaucoup lié à cette violence sexuelle. Puis alors, je ne faisais confiance du coup en personne, puisque j'avais été trahie. C'était une trahison quand même assez suprême, puisque pour moi, c'était une personne, mon cousin et ma cousine, mais plus mon cousin qui représentait quelqu'un voilà, de paternel ou de fraternel, mais très très proche, voilà, j'avais une confiance absolue et j'avais été trahie, on m'avait fait du mal au sein même de ma famille. Donc, du coup, j'avais beaucoup de difficultés à avoir des liens
stable, avec même ma tante qui m'a accueillie. C'était très conflictuel, c'était très 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 difficile. Voilà, donc et après, bon, quand je suis devenue majeure et que j'ai pris mon appartement, mon premier appart, j'ai commencé à avoir mes premières relations avec des hommes, bah, ça a été très compliqué en fait. Je doutais tout le temps de moi. Enfin, c'était très compliqué. Quand on m'aimait vraiment, ben, je n'arrivais pas à aimer, à accepter qu'on m'aime. Et en fait, je me retrouvais souvent, très souvent, dans des relations toxiques hein, avec des gars avec qui je souffrais énormément. Donc, comme pour venir appuyer sur une blessure, mais dont j'avais pas la compréhension. Ouais. Encore. C'est après, vraiment, quand je suis devenue maman et qu'il y a plein de choses qui se sont libérées en moi, que j'ai commencé à étudier aussi la psychologie, enfin, m'intéresser à tout ce qui est neurosciences, entre autres aussi la spiritualité, enfin, des tas de choses qui ont fait que ça a ouvert plein de choses en moi et qui m'ont permis du coup de comprendre et de guérir. Oui, bah c'est ça, parce que c'est vrai, comme tu le dis, mais est-ce que quelque part, tu t'es pas senti, entre guillemets, protégé de lui, parce que lui, il était loin, toi, tu étais en France. Après, il était en France, mais ok. quand je suis venue en France, et comme j'étais plus grande, j'avais 14 ans, et je pense qu'il a eu très très peur, parce que j'aurais pu porter plainte encore à ce moment-là, et Oui, il est reparti au Portugal. d'accord. Alors, Et justement, peut-être toute cette souffrance que tu avais gardée en toi, c'est peut-être une forme d'alerte. Pour ça que tu un peu conflit avec ta tante, tu des signes, tu vois, c'est parce que peut-être tu voulais donner des signes, tu dis attention, il y a quelque chose qui ne va pas, aidez-moi. Et puis bah surtout que ça j'avais brusque. surtout que j'avais parlé. J'avais parlé. Bah Avec oui, cette tante, d'ailleurs, elle était au courant. Et plutôt que de me protéger, et de faire ce qui avait besoin d'être fait, et de m'amener en thérapie, etc., non, en fait. Au contraire, c'était. Donc, quelque part, inconsciemment, j'en voulais à la terre entière. Hein. Enfin, principalement à ma famille, ça c'est clair. Donc automatiquement, ben, il y avait beaucoup de conflits voilà, qui apparaissaient. et est-ce que tout de suite après, tu as été affecté de donc une manque de confiance en toi, comme une estime de soi, parce que je suppose comment à l'école, ils ont rien remarqué à l'école? Non. À l'école, en fait, ils savaient que j'avais une maman toxicomane. Bon, ben, j'ai eu des rapports très. Vraiment, j'ai eu la chance, malgré tout, parce que j'ai vécu dans ma famille, de trouver des gens extraordinaires à l'extérieur. Donc, que ce soit mes amis, les parents de mes amis, les professeurs, j'ai toujours eu des personnes super accueillantes, des professeurs à l'écoute, etc. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, je sais que dans la tête d'un enfant, en fait, si la personne en qui tu as le plus confiance, en tout cas les personnes en qui on a le plus confiance, on se confie, on ne croit pas, ils ne font rien, en fait, aller du coup s'exprimer à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile. À moins que si mes professeurs avaient fait de la prévention, des choses comme je fais aujourd'hui, ça peut amener l'enfant à se libérer et dire ben, moi j'ai vécu ça, etc. Mais tant qu'il n'y a pas ça, ben, en fait, moi, ils m'apportaient de l'affect, ils étaient bienveillants avec moi, je me contentais de ça et non, je ne parlais pas. Puis en plus, voilà, c'était aussi la culpabilité après, parce que du coup, j'ai développé des sentiments de culpabilité. C'est peut-être moi la coupable, c'est peut-être de ma faute, ce que j'ai vécu. Enfin, voilà, donc c'est des tas de choses comme ça Ouais. enfin, si on n'arrive pas à s'en sortir d'un côté, on se dit, bon, ben, finalement, on voit un tableau tout noir, en fait, et on porte ça comme si, ben, je dis on parce que on retrouve ça chez la majorité des victimes, hein, d'accord? D'accord. Et justement, vu que en plus c'est tombé presque, on va dire, 2-3 ans, pas très loin de 11-12 ans, où on commence à devenir après
adolescent. ado, la Est-ce puberté, que tu as eu des difficultés pendant cette période d'établir de liens de confiance avec d'autres personnes, aussi bien masculins que féminins? Alors féminin, non. J'ai jamais eu de problème à développer des amitiés, voilà. Masculin, un peu plus. Voilà, j'étais beaucoup plus en conflit, du coup, avec les garçons qu'avec les filles, forcément. Mais j'étais surtout méfiante, en fait. J'étais très méfiante. D'accord, Moi, je marchais dans la rue, je regardais devant, derrière, sur les côtés, j'étais en alerte. Voilà, donc il y a une hypervigilance qui s'est développée en moi. d'accord, Et puis j'ai cessé de faire confiance. J'étais quand même naïve, j'étais une enfant, une ado, oui, il y a plein de choses sur lesquelles je me faisais avoir forcément par le manque d'estime de moi, etc. Et à la fois, j'étais hyper vigilante, ce qui pouvait du coup saboter aussi ma réussite, la création de liens avec des personnes, etc. d'accord. Dans cette période, est-ce que tu as peut-être essayé de tenter de mettre fin à ta vie ou pas du tout? Oui, à l'âge de 11 ans, effectivement. Oui, oui, à l'âge de 11 ans, donc j'ai eu des idées suicidaires. Et pas que 11 ans, hein, ça c'est la première fois où j'ai vraiment voulu mourir, dans mes souvenirs en tout cas. Ça a été, oui, oui, une grande souffrance et je me suis dit, en fait, il n'y a pas d'issue, donc autant finir, mourir, comme ça j'ai plus souffrir. Et après, plus tard aussi, j'ai eu des idées, je suis jamais passée à l'acte, hein, par contre. Hein. J'ai toujours eu une force incroyable en moi. Et ça, je pense que malgré tout, malgré que j'ai eu une maman dysfonctionnelle et qui n'a pas pu me donner plus que ce qu'elle m'a donné, mais elle m'a donné énormément d'amour. Énormément d'amour. Même quand elle était en prison, elle m'écrivait des lettres d'amour incroyables. Elle m'a toujours portée voilà, comme la personne la plus importante de sa vie. Donc, d'un côté, j'avais le trauma, mais d'un autre côté, il y avait une opposition, une force qui venait s'opposer à ça, qui disait non, non, toi, t'es importante, tu as de la valeur. Voilà, donc ma mère faisait tout le temps, elle me papouillait, elle me respectait, mon corps a toujours été respecté par ma mère. Ça n'a jamais été quelqu'un qui m'a tapé. Alors oui, c'est arrivé, hein, quand même, un manque de drogue, etc., qu'elle ait eu quelques comportements un peu violents, c'est sûr, mais c'est pas ça que je retiens parce que ça a été très 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 rare. La majorité du temps, c'était voilà, j'ai été quand même comblée d'amour maternel qui m'a permis. Moi, je crois vraiment hein, que ce qui m'a retenu ici, c'est vraiment l'amour, tout cet amour que j'avais en moi. Que ma mère m'avait donné et mon grand-père aussi avec toutes les valeurs qu'il m'a transmis voilà malgré et puis cette capacité de résilience. Mon grand-père c'était quelqu'un qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, qui avait commencé à travailler très très jeune, qui n'a plus ses parents très vite, etc. Et pourtant voilà il bossait, il a toujours été honnête. Enfin, donc, il était poissonnier, il vendait du poisson, il allait dans les restaurants, etc. Il a toujours fait de l'argent et il n'a jamais manqué de rien, malgré il conduisait sans permis. Enfin, c'était un peu le voilà. Mais il m'a donné cet exemple un peu du guerrier, celui qui va s'accrocher à la vie. Puis il y avait quelque chose aussi une force aussi un peu de guerrière à l'intérieur de moi. Je ne savais pas l'expliquer. Je n'ai pas su l'expliquer jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, avant d'avoir mon premier enfant, j'ai rencontré mon père, mon vrai papa, voilà. Et parce que bon, ça c'est une autre histoire à part, hein, que je vais pas forcément détailler ici. Mais ma mère, en fait, a été tombée enceinte de moi, pour faire bref. Et mon père avait mis et ma mère et une autre femme enceinte en même temps. Bon, ils étaient tout jeunes. Mon père avait 17 ans, ma mère 18. Enfin, voilà. Et en fait, à l'époque, quand mon père a su que l'autre dame qui avait un mois de plus. En fait, mon frère et moi, moi, je suis née le 23 juin et lui est né le 23 mai, un mois avant moi, de la même année. Donc, elle avait un mois de plus de grossesse que ma mère. Donc, quand cette dame, elle a annoncé à mon père qu'elle était enceinte, mon père, il a tout de suite assumé son rôle de papa. Enfin, il était hors de question d'avorter, etc. Enfin, c'était quelque chose vraiment très à une époque en plus. Enfin,
années 80, où c'était, enfin, en tout cas, chez les Portugais, chez cette famille-là, c'était comme ça. Et quand ma mère, elle a su qu'elle était enceinte, elle a voulu lui dire, et au final, quand lui, il lui a dit en premier que l'autre personne était enceinte, etc., ça fait que ma mère, elle s'est bloquée, elle n'a pas raconté, elle allait pour avorter, c'était interdit, hein, l'avortement au Portugal, à cette époque-là. Euh, D'ailleurs, ça fait pas si longtemps que ça que c'est autorisé. Mais elle allait le faire, elle allait faire un avortement illégal, parce que ça existait, ça a toujours existé, hein, même dans les pays où c'est interdit. Et au final, la personne, elle lui a dit non, 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 c'est votre premier enfant, vous êtes très très jeune, moi je ne prends pas cette responsabilité-là. Donc je ne vous avorte pas, surtout, elle était déjà enceinte de 4 mois. Et donc je suis restée. Enfin bref, et tout ça pour dire que quand j'ai rencontré mon père, et que du coup ma mère, elle m'a dit, bon ben en fait, ton père, etc. Donc j'ai fait les démarches pour rencontrer mon père. Et ben mon père, il a toujours eu le truc comme quoi c'était mon père. Et d'ailleurs, à l'âge de 7 ans, quand j'avais 7 ans, il avait été voir ma mère pour lui dire, au fait, ce que tu voulais me dire, c'est pas que Johanna, en fait, était enceinte et que Johanna, c'est ma fille, etc. Et ma mère, elle a démenti, elle a dit non, 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 parce qu'elle avait peur aussi de me perdre. Voilà. Et donc j'ai vécu aussi tout ça, j'ai subi toutes ces choses-là alors que ça aurait pu être évité, mais non, mais comme quoi, des fois, je sais pas si c'est le destin, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi la conséquence de tout ce que j'ai vécu. Et donc finalement, si j'ai dû subir tout ça pour aujourd'hui apporter vers l'humanité et sauver beaucoup plus d'enfants, ben c'est ok, je suis ok avec ça, je suis bien alignée avec ça. Et ce qui est incroyable, c'est que ben, mon père, quand je l'ai rencontré, ça a été comme si ben, il m'avait toujours élevé, comme si on s'était jamais quitté, comme si on s'était toujours connu. Enfin, je dis jamais quitté, hein. C'est pas qu'on s'était quitté. Enfin, je savais pas que c'était mon père, il savait pas que c'était mon père, mais il y a eu, on se ressemble beaucoup. J'ai commencé à comprendre, ah mais tiens, ah oui, mais moi je pense comme ça, moi j'ai ces goûts-là et tout. Et en fait, j'avais d'ailleurs beaucoup plus de points communs, pardon, avec mon père, avec la famille de mon père qu'avec ma mère. Et qu'avec le côté de la famille de ma mère. Et je me dis, ah, mais enfin, je suis à ma place. Je me reconnais. Et alors, pour le coup, c'était pas du tout une famille toxicomane ou quoi que ce soit, c'était tout l'inverse. Mon grand-père était général, quelqu'un, mon arrière-grand-père aussi, qui a fait partie des réfugiés politiques à l'époque de la dictature au Portugal. Enfin, il y a toute une histoire. Et là, je dis, ah, mais je comprends mon côté un peu guerrière, rebelle, qui veut révolutionner le monde, etc. Donc voilà. Donc finalement, après, c'est une belle histoire hein, Bah oui. qui m'a permis vraiment de me reconstruire. Mon père m'a apporté des choses incroyables, même au niveau spirituel, hein, comme le fait de me dire, ça paraît tout bête, hein, mais ma fille, tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es tellement plus que ça. Donc moi, je me définissais à tous les malheurs qui m'étaient arrivés. Quand j'ai rencontré mon père, j'étais encore très impactée par tous ces traumas. Et donc, à partir de là, j'ai rencontré mon père. Je me suis posée avec mon chéri, alors que je n'arrivais pas à accepter cet amour qu'il me portait, qu'il avait pour moi. Et hop, mon père m'a amené cette stabilité et cette structure qui m'a amené vers le monde, mais d'une manière incroyable. Puis j'ai eu ma première fille, puis j'ai commencé à me libérer de tas de choses. Et toujours avec ce papa qui est là pour accueillir, enfin, je vais tout raconter. Ton épaule, tu lui as tout raconté? Tout, absolument tout. Et comment il a réagi? Alors, ben, en fait, comment il a réagi? Pas de culpabilité parce que c'était pas de sa faute à lui, dans le sens oui. mais en me disant, purée, je suis quelque part dégoûtée, tout en acceptant la situation, parce que mon père, c'est pas quelqu'un qui va être dans la colère, etc. Il accepte la situation, elle a été comme ça, bon ben, on peut rien y changer. Mais toutefois, c'est clair que j'aurais tellement voulu être là pour te protéger, en fait. Donc, en fait, il m'a dit tout ce que j'avais besoin d'entendre, que je n'ai pas entendu dans le passé. Lui, il est venu apporter Il te l'a tout dit? ça. Ah oui, complètement. Voilà. Donc après, pareil, hein, j'ai su que du côté paternel, il y a eu aussi des violences sexuelles qui ont été vécues. Donc ma grand-mère notamment, enfin, et ça c'est plus récent que j'ai su, etc. Et à peu près aux mêmes âges. Enfin, c'est juste, enfin, incroyable d'après connaître bien son histoire de famille et tous ces processus qui font que de vie en fait,
ce courant de vie qui fait qu'on commence à comprendre. Après, chacun donne le sens qu'il veut. Hein. Moi, en tout cas, j'ai trouvé un sens à ma vie, un sens à mon histoire. Je me suis vue au-delà de la victime et non plus la victime. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout une victime. Hein. D'ailleurs, je le dis souvent, tout le temps, tu me demandes, tu as été victime. Oui, je l'ai été. Je ne le suis plus, effectivement. Donc, aujourd'hui, je fais un travail qui est autre. C'est de pouvoir aider les autres, de dire, d'essayer ce message d'espoir que c'est pas facile. Effectivement, Oui. c'est pas un coup de baguette magique, c'est pas un thérapeute automatiquement qui va nous changer notre vie. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'on va trouver tout de suite la bonne personne qui va pouvoir nous aider, peut-être pas. Ça peut être long. Moi, ça a été long, personnellement. Mais c'est possible. Ouais. C'est Bah, la possible. preuve, c'est parce que c'est vrai, comme tu le dis, que tu as eu une période d'instabilité, et c'est vrai que avec tout ce que tu as vécu, il a fallu juste que ce petit signe, ce petit quelqu'un qui vient et qui te frappe à la porte pour te sentir au moins qu'il y a une oreille à qui parler pour expliquer ce qui t'est arrivé, qu'on t'écoute et puis qu'on te donne des réponses que tu as attendues. La preuve, c'est comme tu l'as bien dit, c'était ton papa, quoi, en fin de compte. Oui, tout à fait, exactement. C'était une clé essentielle. Après, bon, mon conjoint aussi, c'est un survivant. Donc, je suis aussi avec quelqu'un, du coup, on se comprend profondément. Lui, par contre, bon, il a été entendu, il a obtenu justice, etc. Donc, il a eu tout un parcours aussi. Donc, on va dire qu'il a été moins affecté que moi dans la problématique de reconstruction, puisque moi, je me suis reconstruite beaucoup plus tard. Et ça a été tout de suite dès l'enfance. Donc, c'est beaucoup plus simple quand l'enfant il est tout de suite accueilli. Donc, le trauma ne se développe pas, ne s'amplifie pas. Moi, il y a eu le trauma que j'ai vécu. Et je crois qu'encore pire que ce que j'ai vécu, c'est le fait qu'on m'ait traité de menteuse, qu'on m'ait pas cru, qu'on m'ait pas C'est accueilli. ça. Ça a été encore pire finalement. C'est déjà pire, c'est déjà terrible le trauma sexuel. C'est quelque chose, c'est une violation du corps, de l'âme, de l'esprit, enfin de tout ce qu'on est. Mais alors le fait qu'en plus un enfant raconte quelque chose, c'est déjà un courage immense pour qu'une victime parle. Et quand la victime parle, en plus, elle n'est pas entendue. Et en plus, on le traite de menteuse, etc. Enfin, ça c'est encore plus traumatisant. Donc voilà. Et le fait d'être avec une personne, du coup, qui a vécu aussi la même chose que moi, différemment, mais c'est un trauma sexuel aussi. Et puis c'est le masculin aussi, parce on parle souvent des femmes, des filles, qui sont les premières victimes, ça c'est sûr, et les premiers agresseurs sont des hommes, mais il y a aussi des garçons qui sont victimes, et qui sont victimes d'hommes, qui sont victimes de femmes. Voilà, donc ça m'a permis, du coup, même dans ce que je fais aujourd'hui, dans ce que j'apporte au monde aujourd'hui, de ne pas être dans une espèce de rébellion contre les hommes, de ne pas mettre tous les hommes dans le même sac, qu'ils sont tous des agresseurs, pas du tout. Pas du tout, j'ai un conjoint extraordinaire, hyper bienveillant, un super papa, quelqu'un qui me respecte profondément, mais c'est juste incroyable. Donc c'est juste normal à la base aussi, mais je dis que c'est incroyable parce qu'on a une connexion, voilà. Quand vous êtes fait l'un pour l'autre. Oui, complètement. C'est deux âmes qui se sont voilà, rencontrées. Lui, dès le premier jour, on avait 16 ans quand on s'est rencontrés. Dès le premier jour, il savait que j'étais la femme de sa vie. Il m'a attendu. Il n'a pas eu d'autres femmes dans sa vie. Je suis la seule et l'unique. Il m'a attendu pendant 6 ans. Parce que voilà, j'avais quitté à l'âge de 18 ans, j'étais hyper instable, je n'étais pas prête, avec tous les traumas, tout ça, je n'étais pas prête. Et puis je répulsais enfin, pour moi l'amour c'était répulsif, quelque part. Donc, et à partir du moment où j'ai rencontré mon père, où j'ai commencé en tout cas, à me voir au-delà de la victime, j'étais tellement plus grandiose que ça, effectivement, j'ai commencé à poser, à accepter d'être aimée, puis l'amour de mon papa aussi, enfin, c'est des tas de choses qui ont fait que... Ouais, bah oui. Et justement, est-ce que après, au fil du temps, est-ce que tu as porté plainte et puis est-ce que tu as des nouvelles de ce bourreau? Alors, ce bourreau, il a contacté ma mère sur les réseaux sociaux, il m'a demandé en ami sur les réseaux sociaux, Ah sur bon, il est Facebook, ouais, comme si... comme si de rien n'était normal.
Comme si c'était normal. Voilà, exactement. Moi, je lui ai jamais répondu, je l'ai bloqué directement. Ma mère, elle lui a laissé un message après tout ce que tu as fait à ma fille, comment tu oses venir. Alors lui, il a répondu comme quoi, oh mais j'ai jamais rien fait à la petite. Donc la petite, donc comme quoi il est encore dans ce registre, enfin, dans cette image-là de l'enfant que j'étais, etc. Donc il dément complètement. De toute façon, il ne va pas le dire la vérité, quoi que ce soit. Et moi, j'ai voulu à un moment donné, en fait, je pouvais plus porter plainte parce qu'il y avait prescription. J'ai voulu avec tout le mouvement MeToo, inceste, etc. Donc, il y avait ce hashtag aussi balance ton porc. Je voulais l'afficher sur les réseaux parce que je me suis dit mince, si je suis pas la seule victime, parce que rarement un agresseur fait une seule victime, si je ne suis pas la seule, et ben en fait, voilà, le gars, il continue peut-être de faire ces Ouais, choses-là. bah oui. Et même si c'est plus pour moi, mais au moins pour les autres, je veux que les gens sachent et qu'ils fassent attention à leurs enfants, etc., même la famille, etc. Et en fait, le problème, c'est que en fait, j'écrivais sur un forum de victimes où il y avait une psychologue juridique qui allait venir me parler et elle m'a dit, et c'est de là que j'ai commencé à cheminer vers la mission de vie, ce que je fais aujourd'hui. Elle m'a dit, je comprends tout à fait ce que tu veux faire, c'est complètement légitime, mais le faire aujourd'hui, en fait, t'expose aussi à ce qu'ils puissent porter plainte contre toi pour diffamation. Donc, juste sois-en consciente, fais ce que tu veux, c'est légitime, je te comprends, mais sache-le. Et en dehors de ça, est-ce que tu peux envisager que ta justice, tu l'obtiennes autrement? Elle m'a juste dit ça. Et c'est incroyable que quand on questionne et qu'on ne vient pas sermonner les gens et que juste on questionne, c'est la maïotique socratique, hein, c'est voilà, questionner parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. En tout cas, on a les clés pour pouvoir nous libérer. Et ben, hop, j'ai commencé dans des recherches, etc. Je suis tombée sur des contenus de ma mentor que j'ai appris. Puis, enfin, ça a été juste incroyable. Et fil en aiguille, donc, j'ai commencé à appliquer avec mes enfants. Puis après, je me suis formée. Donc, j'ai une formation universitaire très pointue en sexualité humaine et en prévention donc des violences sexuelles. Je travaille avec une équipe internationale, donc composée de neuropsy, des neuropédiatres, des psychologues, donc de la clinique, etc. Enfin, j'ai fait tout un travail en plus psychologique, donc d'accompagnement, pour travailler profondément sur mes blessures, pour ne pas projeter, parce que l'objectif aujourd'hui il ne s'agit plus de moi, c'est au-delà de moi, et C'est ça. ça concerne tellement d'enfants, en fait, que c'est plus le problème de Johanna, c'est le problème de l'humanité, le premier problème de santé publique. Donc, 3 enfants par classe, c'est un enfant sur 5, c'est juste énorme. Donc, c'est au-delà, bien au-delà de moi. Et, voilà, donc à partir de là, j'ai porté plainte, effectivement, pour répondre à cette question précise. J'ai porté plainte l'année dernière, le 30, le 30 décembre, c'était avant le réveillon, voilà, au Portugal. J'étais au Portugal en vacances, euh, donc chez mon père, et on passait Noël là-bas. Et j'ai dit, ben, je vais porter plainte. Alors, il y a prescription, donc il ne lui arrivera absolument rien, d'accord? Mais il fallait que tu le fasses. Mais en fait, l'adulte que je suis aujourd'hui, donc j'ai fait pour mon enfant intérieur, pour l'enfant que j'étais, ce qu'aucun adulte n'a fait. C'est aller à la gendarmerie. Alors j'étais à la gendarmerie, c'est donc police militaire, je sais pas, je me sentais plus rassurée avec cette police-là pour le coup. Et, donc du coup, je suis allée les voir, j'étais très bien accueillie. Le commandant m'a reçue à la fin, mais me dire, je suis désolée, je vais vous poser une question, j'espère ne pas vous embêter. Vraiment plein de précautions pour pas me blesser, etc. Il dit, mais pourquoi 27 ans après, sachant que il va rien se passer, enfin, il y a prescription. J'aimerais bien savoir si vous êtes OK de me le dire. Je lui ai expliqué ça. Il m'a dit, waouh, c'est incroyable, vous avez tout à fait raison, bravo pour votre courage, etc. Il m'a vraiment, bon, en plus là, du coup, il n'y a pas eu une enquête, donc j'ai pas subi même la pression de est-ce que c'est vrai, etc., etc. Donc vraiment, tout le monde m'a super bien accueilli. J'étais entourée que par des hommes pour le coup. Donc j'ai quelque part, j'ai aussi transmis un message fort à tous ces hommes qui étaient là présents en fait.
Et parce que du coup, j'ai aussi parlé de ce que je fais comme travail, etc. Et je pense que j'ai semé quelque chose ce jour-là. Et j'ai fait pour moi, pour l'enfant à l'intérieur, pour la petite Johanna, ce que personne n'a fait. Et ça a été voilà le point final Ouais, c'est ça. sur cette histoire de vie euh, qui aujourd'hui fait partie de moi, mais qui ne me définit plus. C'est la transformation du plomb en or, hein, l'alchimie, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est la prévention, c'est ce que je fais. Je fais de la Donc, en prévention. fin de compte, c'est ton cheminement, ton chemin de vie. Il fallait que tu dises, pour que tu passes à autre chose, bah, il faut que je fasse, même si ça ne sert à rien, il faut que je le fasse pour la petite Johanna, comme tu l'as C'est ça, bien dit. c'est ça. Et donc, bah, c'est tout à ton Ça, honneur. Hein. ça ne sert à rien au Ou niveau c'est légal pas, oui, de la justice, mais oui, ce que je mets dans l'univers, l'intention c'est et ça, c'est ça. énergétiquement parlant et spirituellement parlant, enfin, peu importe les C'est croyances encore qu'on plus a. important Voilà, que… exactement, exactement. C'est un message, une vibration au niveau cellulaire que j'envoie même à l'intérieur de moi, de mon corps. Ouais, Enfin, ça, tu me l'as envoyé aussi. Hein. voilà, tu vois, enfin, je parle comme ça parce que je vibre avec ça d'une puissance incroyable. C'est ma croyance. Après, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je dis pas aux victimes, il faut absolument que vous portez plainte. Non, non, non. Chacun est un cas. Nous sommes toutes et tous uniques. On n'a pas les mêmes besoins. Il y en a qui sont pas prêts même à faire cette démarche. Donc vraiment, il faut s'écouter. Faut voir ce qui vibre avec chacun C'est et ça. qu'est-ce qui a du sens pour soi. Tout le monde ne va pas faire de la prévention, va pas s'engager dans la prévention comme moi je l'ai fait. Voilà, mais il y a des tas de choses qu'on peut faire, mais déjà pour soi. Et en se libérant soi, on libère aussi autour de soi, au niveau de C'est ça. l'humanité. Donc on a un impact sur les autres, parce qu'on n'est pas Tout à fait. On n'est pas tout seul. Hein. exactement. Et justement, pour clore cette partie, euh, qu'est-ce qui t'a amené à justement à aller vers les autres et de faire ce que tu fais actuellement? Comment tu s'étais venu à l'idée d'apporter un soutien, d'apporter des… Comment ça t'est venu à l'idée? Ben, en fait, constatant tout le dysfonctionnement, que ce soit judiciaire, que ce soit le fait qu'on ne croit pas les enfants, etc., aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, une fois que c'est arrivé, c'est presque trop tard. Enfin, c'est pas trop tard parce que après on mise sur la. Bien sûr, il faut quand même porter plainte, etc. Il faut faire toute cette démarche-là. Parfois, ça peut être très douloureux, vraiment. Mais il y a bien sûr la résilience. J'y crois beaucoup. C'est pour ça que je parle de la résilience, la reconstruction. Et voilà, on peut s'en sortir, etc. Mais moi, en fait, je crois que c'est avant que ça arrive qu'il est nécessaire d'agir pour éviter que ça arrive. Donc, former des personnes conscientes, personnes qui vont savoir protéger les enfants de manière adéquate. Comme moi, j'ai mis en pratique des choses par rapport à mes enfants, et c'est cette pratique avec mes enfants qui a été… en fait, j'ai pas Le choisi. déclic, Je n'ai pas choisi. C'est quelque chose qui est venu comme ça, tout ça, comme une oui. évidence, en fait. Paf, comme une espèce de vision, j'en sais rien comment je peux. J'arrive même pas à nommer exactement le comment, quelque part. C'est une évidence qui m'est venue sur le moment quand j'ai. En fait, c'est un moment, une scène. C'est ma fille, ma grande, qui me prend d'un coup comme ça dans les bras, qui me serre très très fort. Maman, merci, tu m'as libérée. J'avais un poids, tu m'as libérée. Elle m'a dit ça, ma fille. Et elle avait même pas tout à fait 7 ans. Oui, ou elle allait les faire 7 ans. Et quand, à ce moment-là, de connexion avec ma fille, pour moi, oh, j'ai dit, mais ce qui se passe là, il faut que j'amène ça vers le monde. Il faut que je le partage. C'est ma mission de vie. J'ai trouvé ma mission de vie. Voilà ce que. Je sais pas, enfin, si c'est un appel de l'univers, j'en sais rien. Après, c'est selon les croyances de chacun. Mais moi, ça a été assez troublant pour moi de me dire waouh, c'est. Puis aujourd'hui, j'en parle de ce que j'ai vécu et il y a aucun poids, aucune tristesse. Il y en a même qui disent ouais, comment t'arrives à en parler aussi détaché, aussi parce que il n'y a plus cette charge émotionnelle en fait négative. Le trauma n'est plus là en fait. La mémoire, elle est là, oui, mais j'ai resignifié. Je lui ai donné une autre. Elle est dans une autre dimension. C'est ça. Voilà.
Donc, automatiquement, aujourd'hui, j'entends des histoires, et bien sûr, ça me bouleverse quand chaque histoire que j'entends des enfants et tous les jours, etc. Je reçois énormément de témoignages. Je travaille avec des personnes qui sont notamment dans la clinique, mais des histoires les plus sordides les unes que les autres. Mais c'est incroyable, quoi. Et plutôt que de me mettre dans une colère destructrice, bien sûr que je ressens de la colère ou de la tristesse, toutes ces émotions, elles me traversent, je suis un être humain. Oui, bah, ce qui est normal. Mais tout de suite, je transforme ça en une espèce de puissance pour aller de l'avant, pour continuer, pour ne rien lâcher, parce que c'est au-delà de moi. C'est de l'humanité qu'il s'agit, en fait. Oui, bah oui. Est-ce que tu fais tu fais de la prévention dans les écoles Alors oui, je fais des ateliers, donc du coup de prévention. La méthode, la pédagogie que j'utilise, qui est la pédagogie de la psychologue Leiliane Rocha, qui est une personne incroyable. Elle se base bien sûr sur les neurosciences et la psychologie de l'enfant, mais c'est surtout avec des supports de jeu, en fait. On va utiliser le jeu, le ludique, le côté positif. Il est hors de question de faire peur aux enfants. Donc on va prendre, là, par exemple, ici j'ai des marionnettes qui sont sexuées, qu'on va expliquer, parler du corps, pour que l'enfant sache faire la différence entre ce qui est un toucher affectif, un bon toucher, ou un toucher abusif, un mauvais toucher. Et puis des petites comptines comme là avec la main pédagogique, hein, juste ici, où voilà, on va chanter une petite comptine pour apprendre à l'enfant qu'il y a des parties en fait du corps qui ne peuvent pas être touchées. On va parler du consentement. En plus de ça, aussi, donc guider les parents à éduquer avec bienveillance, dans le sens que personne n'est parfait, hein, et on vient tous plus ou moins d'une éducation assez violente, malheureusement, mais c'est important de ne pas vouloir un enfant soumis. Absolument, parce que l'enfant qui est soumis et à qui on fait croire que l'adulte a toujours raison et qu'il faut lui obéir à tout prix, et ben en fait c'est un enfant hyper vulnérable qui va se soumettre à l'agresseur sexuel, qui va pas mettre en doute l'agresseur, d'autant plus que dans plus de 80% des cas c'est un membre de la famille ou proche de la famille duquel l'enfant est proche affectivement. Donc je fais des interventions dans les écoles de manière ludique, positive, avec des activités, etc. Oui, mais c'est pas mon terrain principal, parce que mon terrain principal, c'est de former un maximum de personnes, d'accord, pour que ces personnes-là puissent intervenir. détecter ouais. Exactement. Donc, savoir quoi faire, etc. Je collabore avec des professionnels aussi en France, spécialistes du recueil de la parole de l'enfant, des experts, etc. Donc, voilà. Donc, je peux aujourd'hui, donc je forme des parents et des professionnels. Donc j'ai une partie bien sûr avec des formations qui sont payantes parce que j'y consacre tout mon temps, toute mon énergie, toute ma vie aujourd'hui à ça. Mais j'ai toute une partie aussi, j'ai écrit un e-book gratuit. Plus tout le contenu que je partage sur les réseaux, complètement gratuit. Je ne retiens pas l'information, hein, donc je partage vraiment au maximum. Je fais intervenir, je fais des lives avec des professionnels, etc., pour informer un maximum aussi, pour que tout le monde puisse avoir accès à la connaissance qui protège et qui sauve. Voilà. Ok. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent, aux victimes, qu'est-ce que tu pourrais, le message que tu pourrais leur apporter ou leur dire? Eh ben, tout simplement, déjà, la première chose, c'est la même chose que j'ai entendu de la part de mon père. C'est tu n'es pas que la victime, en fait, ne pas se définir uniquement victime. Alors, c'est important de se reconnaître et de valider que oui, nous avons été victimes, mais qu'on est tellement plus que ça. Parce que si on se définit juste comme la victime, uniquement comme la victime, eh bien, en fait, cette victime, elle peut être dans l'autosabotage. Enfin, en fait, ça nous limite dans notre potentiel d'une ouverture vers plus, en fait. J'arrive même pas forcément à trouver les mots tellement c'est quelque chose que je ressens et que c'est compliqué à expliquer. Mais au-delà de se voir au-delà de la victime, c'est que vous n'êtes pas seul en fait. Nous sommes nombreuses et nombreux.
et qu'il est temps que la peur, la culpabilité changent de camp. C'est pas à nous d'avoir honte, c'est pas aux victimes d'avoir honte en fait, c'est aux agresseurs d'avoir honte et, euh, et on va pas se définir juste à la victime. Même si, bien entendu, il ne faut pas sauter des pas, il faut se reconnaître en tant que victime. C'est important d'avoir cette reconnaissance. Et quand je dis, c'est même pas la reconnaissance des autres vis-à-vis de soi, c'est soi-même. C'est le jour où je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai été victime. Et j'ai pas besoin que les autres me croient finalement, je sais ce que j'ai vécu. Même si après ça a été important, bien sûr, mon papa, tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a apporté. Mais on peut se auto-suffire à ce niveau-là. On a tout ça, on a tout en nous pour se libérer. Et donc aux victimes, j'ai envie de dire aussi que on peut s'en sortir. On n'est pas condamné à mourir et que ce soit clairement mourir dans le corps ou même dans l'esprit, parce que parfois des victimes, elles se suicident pas, voilà, mais il y a d'autres, c'est comme des zombies, quoi. Enfin, on est en vie, mais on est dans l'autodestruction, etc. Enfin, on peut se libérer. On peut aussi traverser tous ces moments difficiles, et tous ces moments difficiles ne vont pas définir qui nous sommes. Donc Ouais. voilà, c'est ce que je peux dire, je pense, qui me semble le plus... Le plus juste. Oui, le plus juste, c'est ça, c'est que vous n'êtes pas seul, et puis si vraiment ça ne va pas, c'est important de s'entourer, de chercher de l'aide. Voilà, ne restez pas seul, c'est très important. Voilà. Et justement, si les personnes qui cherchent de l'aide, comment ils peuvent te rentrer en contact avec toi? Alors, moi, je suis active essentiellement sur Instagram, donc sur le compte Enfance Préservée. Alors, je ne suis pas thérapeute, ok. Par contre, bien sûr, j'accueille des victimes et je peux les rediriger vers les bonnes personnes, ok, pour qu'elles puissent être accueillies, qu'elles puissent faire un travail thérapeutique, enfin, qui est nécessaire, hein, parce que ça, c'est très important aussi de le savoir. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important que les victimes comprennent. C'est que même si on a l'impression que non, ça va, tout va bien, je ne suis pas traumatisée, non. On n'a pas conscience du trauma, mais le trauma est bien là. Donc, on a besoin de chercher de l'aide. Après, chacun le fait. Il faut être prêt pour ça. Parfois, ça demande aussi des moyens financiers, hein, parce que les thérapeutes, c'est payant aussi, etc. Mais chercher, ça peut être une thérapeute, psychologue, ça peut être l'hypnose, ça peut être... Vraiment, il n'y a pas une thérapie idéale. Parfois, c'est bien de combiner les thérapies. C'est chercher ce qui a du sens pour vous. Et ce qui a eu du sens pour moi n'est pas forcément ce qui va avoir du sens pour une autre victime. Donc, mais se faire accompagner, des fois des groupes de parole aussi. Voilà. Moi, voilà, c'est mon Instagram, c'est Enfance Préservée. Sur YouTube aussi, donc Johanna Romba, éducatrice parentale, Enfance Préservée aussi. J'ai un blog que j'anime pas trop parce que j'ai une vie bien occupée aussi avec des enfants en tant que maman, donc je peux pas tout faire, mais Oui. pour l'instant. C'est pareil, c'est Enfance Préservée, Johanna Romba, sur le blog et Facebook aussi. En tout cas, si on tape sur Google Johanna Romba, Enfance Préservée, on va tomber sur les différents, voilà, donc sur différents lieux où on peut me contacter et avoir accès au contenu que je partage. Tout à fait. En tout cas, Johanna, merci beaucoup d'avoir témoigné parce que c'est vrai que ce qui est le plus dur, c'est pas ce qui est le plus dur, c'est que justement, il faut briser les tabous Oui. parce qu'il y en a de plus en plus et on peut regarder autour de soi, c'est vraiment catastrophique. Hein. Je crois que c'est 4 enfants. C'est combien d'enfants par... Alors, c'est un enfant sur 5. Sur 5, c'est énorme. Ce sont environ 3 enfants par classe. Ça, c'est bien sourcé. Hein. Il y a l'INSEE, il y a Oui. la CIS, donc ce sont des chiffres officiels. Hein. C'est pas sorti du chapeau comme ça. Sachant que la majorité des victimes ne parlent pas, donc les chiffres finalement réels sont beaucoup plus importants que ça. Ça concerne toutes les familles.
les pauvres, les riches, C'est ça. les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, enfin, ça concerne vraiment tout le monde, toute l'humanité, peu importe la religion. Il y a rien qui protège. Un agresseur, il y est partout. Là où il y a un enfant, il y a un potentiel agresseur. Alors attention, l'objectif c'est pas d'être dans la parano, mais si on n'a pas conscience du problème, on ne peut pas protéger. Donc c'est important et de savoir que dans plus de 80% des cas, parce que souvent on pense que ça arrive qu'aux autres, que c'est à l'extérieur, non, c'est au sein même de la famille, à plus de 80% des cas, c'est de l'inceste. Donc c'est un père, une mère, un oncle, un grand-père, une tante, enfin un cousin. Voilà, quelqu'un, ami de la famille, c'est pas quelqu'un de méchant, le monstre, l'image qu'on peut avoir, c'est quelqu'un de gentil, d'accueillant, qui va faire plein de choses pour l'enfant, se montrer disponible, etc. Et pourtant, voilà. Donc, Ouais. donc ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres, que votre enfant il est protégé. Mes propres enfants sont concernés et malgré la prévention, le risque zéro n'existe pas. C'est ça. C'est comme la prévention routière, hein. On fait de la prévention, Oui. on diminue les risques si on ne boit pas d'alcool, si on roule à une vitesse raisonnable, si on met sa ceinture de sécurité, bien sûr qu'on sera plus en sécurité. Mais le risque zéro n'existe pas. Donc, mes propres enfants sont concernés, les vôtres le sont. Donc, Tout le monde, ouais. C'est ça. exactement. Il n'est pas question d'être parano et d'avoir peur, d'être guidé par la peur, mais c'est important de s'informer minimum, de se former dans l'idéal pour avoir les outils qui nous permettent de protéger les enfants de manière efficace. Tout à fait. Donc, d'où ce témoignage, parce que c'est vrai que à travers ce témoignage, il y a peut-être d'autres victimes qui pourraient comment dire, se sentir concernées et justement dire, bah tiens, moi aussi, j'ai vécu quelque chose et j'ai besoin d'aide, parce qu'il faut le dire aussi, c'est souvent le cas, il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas d'aide, ils ne savent pas quoi faire. Et peut-être en regardant ce témoignage, ils auront peut-être le courage, même pas le courage, mais de dire, bah tiens, je ne suis pas la seule à avoir vécu ou le seul à avoir vécu. Sommes nombreux. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup, Johanna. Et donc, je te dis à bientôt. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.